Rester sur des basiques avec de la redondance. Et surtout, quand tu parlais de l'importance du lien social, je confirme. C'est-à-dire, ici, ce qui a sauvé beaucoup de gens, c'est ça, ça a été la solidarité énorme entre les gens qui leur a permis de survivre même dans les pires conditions. Donc vraiment, je ne peux qu'encourager les gens, voilà, si vous vivez dans un voisinage qui est vraiment pourri, cassez-vous et trouvez-vous un endroit où les voisins sont pas des connards. Parce que Je crois que ça enregistre. Ici Piero San Giorgio, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Pierrot. Alors, on se connaît depuis presque 10 ans maintenant, pas loin, 2014, où tu avais eu la gentillesse de visiter ma ferme en Suisse avec d'autres personnes que j'avais invitées. Et depuis, tu as fait un parcours impressionnant. Tu as quitté le Luxembourg où tu travaillais pour le Donbass, où tu es venue une guerrière de la presse, une guerrière de l'information, et avec une consécration, une étape parmi d'autres qui viendront, je l'espère encore, après qu'on t'ait bombardé ta voiture, mais enfin, tu as pu rencontrer Vladimir Poutine dans le cadre de ton travail d'information. Alors, est-ce que tu peux pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous brièvement te présenter? Ouais, donc, je m'appelle Christelle Néant, je suis reporter de guerre dans le Donbass depuis 7 ans maintenant, enfin 7 ans et demi. Donc j'ai décidé de venir ici parce que tout simplement je supportais plus en fait les mensonges des médias, entre autres français, sur ce qui se passait depuis déjà le Maïdan. Et je voulais qu'il y ait une possibilité pour que les gens entendent en français voilà, ce qui se passe réellement sur le terrain de manière quotidienne. Donc voilà, donc j'ai débarqué de la Belgique où j'habitais, j'ai quitté mon boulot au Luxembourg et puis je suis venue ici. J'ai tout appris sur le terrain, y compris la langue russe. Et donc, me voilà 7 ans après. Au début, j'ai travaillé pour une agence locale, internationale. Et puis, quand elle a fermé, malheureusement, faute de budget, j'ai lancé mon propre site, puisque je suis une ancienne webmaster. Donc, j'ai fait mon site moi-même. Et donc, maintenant, je suis journaliste indépendante. Voilà, voilà. Alors, je souhaite que tous ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu curieux sur ces 7 années qui viennent de se passer sur l'impact de la guerre, tout d'abord depuis 2014 au Donbass, puis depuis 2022, l'amplification de ce conflit dans une guerre qui est devenue beaucoup plus intense, beaucoup plus cinétique, comme disent les Américains, peuvent aller se référer, je mettrai le lien sous la vidéo, à la vidéo que vous pouvez trouver chez un ami commun qui s'appelle Savage Beast, Michel, où vous allez pouvoir trouver plus d'1 heure et demie d'informations, de discussions, d'anecdotes. Mais ce n'était pas en fait sur la guerre que j'étais intéressé de discuter avec toi, c'est plutôt sur l'aspect humain lié parce qu'on parle souvent de survie. Moi, j'écris des livres de survie, et autant j'ai mis des pieds dans des zones de guerre juste après la guerre, notamment en Afrique, je n'ai pas vécu la guerre de l'intérieur, parce que voilà, je préfère éviter ces endroits quand ça arrive, du moins à l'époque. Et toi, en revanche, tu as fait le saut, tu es arrivé dans cette zone depuis 2014, il y a eu des combats sporadiques, mais parfois intenses, entre les forces ukrainiennes et les forces du Donbass séparatistes, indépendants, plus tard. Et puis ensuite, il y a eu la guerre. Donc, tu as le contact avec des Ukrainiens, entre guillemets, qui ont été conquis, ou alors récupérés par les forces de cette région du Donbass, et puis aussi forcément des Russes, des militaires russes. Et j'étais intéressé par comment, peut-être chronologiquement, comment ça se passe, comment le vivent au quotidien les populations d'un point de vue matériel, et puis on pourra parler de l'aspect psychologique peut-être au fur et à mesure. Donc, en fait, comment, peut-être de manière chronologique, quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ces gens qui se retrouvent dans un pays qui est coupé des autres pays, qui est coupé du Je pays pense dans qu'on peut lequel... même remonter jusqu'à 2014 parce Hum, qu'en fait, les gens ont discuté beaucoup avec moi.
J'ai beaucoup discuté avec les civils, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le front. J'ai logé chez des civils sur la ligne de front assez régulièrement. C'est ça. Et un truc qui est revenu régulièrement, c'est ils m'ont dit en 2014, quand tout a commencé, c'est-à-dire quand Kiev a envoyé l'armée ukrainienne réprimer cette révolte de la population contre le coup d'État du Maïdan, au début, il y avait l'incrédulité. C'est-à-dire, les gens n'arrivaient pas à y croire, en fait. Ils ont mis, pour certains, plusieurs semaines avant de réaliser qu'effectivement, non seulement leur gouvernement avait envoyé l'armée contre eux, mais qu'en plus, ça n'allait pas se résoudre de manière diplomatique rapidement. Les gens, enfin, vraiment, au tout début, se sont dit, bon, ils ont pété un plomb, mais allez, tout le monde va s'asseoir à la table des négociations. Et ils vont discuter, ils vont régler ça de manière pacifique et politique, et pas du tout. Et donc, moi, j'ai une dame qui m'a dit, genre, il a fallu presque 2 mois pour réaliser que non, ils étaient engagés dans une vraie guerre civile et que ça allait durer. Donc, il y a vraiment ce côté incrédulité, ce côté le lapin pris dans les phares sur la route la nuit, quoi. Où les gens vraiment n'en revenaient pas. Et ce qui est logique, parce que quand tu es quelqu'un de normal, tu te dis pas que ton gouvernement va envoyer l'armée pour massacrer des civils simplement parce que ils n'étaient pas d'accord avec le résultat d'un coup d'État à Kiev, quoi. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, ce que les gens m'ont raconté dès 2016. Moi, quand je suis arrivée, les accords de Minsk 1 puis 2 avaient déjà été signés. Bon, ils n'étaient pas respectés, hein, l'armée ukrainienne continue de bombarder régulièrement, mais effectivement, ce n'était pas la même intensité que même maintenant. Ça a été assez dur pour les gens parce qu'ils ont vécu dans un état de guerre pendant 8 ans avant l'intervention de la Russie, début donc 2022. Au bout de 8 ans, les gens n'en pouvaient plus. C'est-à-dire, on était vraiment dans un état où tu vois pas d'avenir, en fait. Tu vois pas la lumière au bout du tunnel. Donc, beaucoup de gens avaient leur vie qui était complètement suspendue et qui n'osaient pas trop faire de plans sur l'avenir parce que tu te dis, mais si demain le conflit reprend, il se passe quoi? Donc ça, c'était quelque chose d'assez terrible. Je sais qu'autour de moi, parmi les voisins, j'avais beaucoup de gens qui en pouvaient plus, qui disaient, mais quand est-ce que ça va prendre fin? On était en plus dans un espèce de no man's land juridique et illégal, puisqu'on était reconnu par personne à part l'Ossétie du Sud. Même à l'époque, la Russie ne nous reconnaissait pas encore. Donc on était dans des territoires qui étaient reconnus par personne. Malgré ça, bon, la Russie avait commencé à nous donner des passeports russes, donc on était dans un espèce de flou juridique complet qui facilitait pas du tout les choses. Donc c'est vrai que pour les gens ici, c'était très très dur, et moralement et économiquement. 2014, ça a été une année où on a eu aussi beaucoup de gens qui non seulement sont morts lors des bombardements de l'armée ukrainienne sur les zones résidentielles, mais qui sont aussi morts de faim. Ou de froid. Puisque au tout début de la guerre en 2014, à un moment, Donetsk, Lugansk et les grandes villes, on va dire, étaient quasiment encerclées par l'armée ukrainienne qui tenait la frontière avec la Russie. Donc moi, les gens m'ont raconté, il n'y avait plus rien dans les supermarchés. Ceux qui, heureusement, avaient une datcha ou des parents qui avaient une maison et qui avaient fait des bocaux pendant l'été, etc., des conserves, eh bien, ils ont survécu. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont morts de faim à Donetsk, à Snezhnoye ou à Lugansk. D'autres qui sont morts de froid l'hiver parce que quand tu bombardes les infrastructures énergétiques, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais les pays de l'ex-Union soviétique, beaucoup de ceux qui vivent dans des immeubles, le chauffage est centralisé, même pas au niveau de l'immeuble, mais au niveau du quartier. C'est-à-dire vous avez une chaufferie, souvent au gaz, parfois au charbon, qui va alimenter en eau chaude tout le quartier, en fait. Et donc, si tu détruis la chaufferie, eh bien, tu laisses les immeubles sans chauffage en plein hiver. Et ici, en plein hiver, ça peut descendre à -20. Donc on a des gens, l'hiver 2014-2015, qui sont morts de froid, quoi. Donc, Pour la suite de cet entretien de plus d'1 heure, rendez-vous sur Patreon. Le lien est en dessous du descriptif de la vidéo. À bientôt.